d'âge indice, à quelle fin la démocratie doit-elle soutenir le théâtre? Mon Dieu, c'est une question très générale et sur laquelle il faudrait pouvoir apporter des éclaircissements. Il y a d'abord un premier niveau de compréhension. Le théâtre, comme tous les arts, apporte à ses pratiquants, à ses participants, à ses partenaires, à ses regardants, puis ça se passe par le regard du spectateur, une autre vision du monde qui corrige, qui modifie, qui transforme, qui illustre la sienne propre. Le théâtre n'est jamais une copie du réel, c'est toujours une représentation du réel, il est toujours ambassadeur du réel, avec tout ce que ce mot suppose, de liberté de configuration et de commentaire. Ça, c'est simple. Si on définit le théâtre comme ça, comme on pourrait définir le roman ou la poésie, tout le monde peut s'entendre. La question se complique, si vous voulez, au moment où le contenu, les modalités de ce rapport qui paraît évident se transforment. Lorsque Jeanne Laurent, tout de suite après la guerre, fonde la décentralisation, elle ne se pose pas de problème. Pourquoi? Eh bien là, il y a un consensus sur l'art, du théâtre, du Jourat, du Tchekhov, du Pirandello, du Racine, du Corneille, du Shakespeare, choses sur lesquelles, auteurs et méthodes sur lesquelles le public est à peu près d'accord. Deuxièmement, à quel public on s'adresse? On s'adresse d'une part au public cultivé, et la culture est un bien commun tout à fait, je veux dire, bien défini, en gros, et on s'adresse à un public qu'il faut convertir à la culture. Mais déjà, nous pouvons, nous, 50 ans après, nous poser le problème, à quelle culture et de quel droit imposer tel ou tel type de culture. C'est une question tout à fait tardive, d'ailleurs, qu'on s'est posée ultérieurement, et qu'on s'est posée pourquoi? C'est parce que ce consensus général au point de départ, où l'on savait qui s'adressait à qui, et comment, et avec quelles idées et quels sous-entendus étaient clairs, cette situation a complètement changé. Quand vous parliez de théâtre populaire, le mot populaire, le mot peuple avait une signification qu'il a totalement perdue en cours de route. Le mot peuple, je suis peut-être un peu long, mais c'est important de le dire, avait une sorte d'homogénéité culturelle, ou du moins d'homogénéité dans les horizons culturels. Les choses les plus simples étaient comprises à peu près dans le monde rural et dans le monde citadin. Il y avait un consensus, et les immigrations de l'époque étaient totalement et rapidement intégrées et avaient en commun les mêmes objets, si vous voulez, qu'il s'agisse d'une mythologie religieuse, qu'il s'agisse d'une mythologie civique, etc. Là où ça change complètement, c'est quand le peuple devient une série de populations allogènes, qui n'ont pas les mêmes pastels, qui n'ont pas le même passé. Il n'est pas certain que vous fassiez une œuvre pertinente si vous vous donnez comme objectif de faire connaître Andromaque à quelqu'un qui arrive du Sahara. C'est possible, bien sûr, mais c'est cette notion de bien commun culturel qu'il s'agissait avant de faire partager qui est devenue problématique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on veut répondre à la question, il est toujours clair que le théâtre est là pour apporter. Voilà, mais ça, c'est le défaut de la. C'est quoi le défaut de ça ou de moi? Évidemment, il faut l'approcher plus des lèvres. Ah, c'est ça, c'est avec une baisse. Non, non. Désolé. Parce qu'il y a ça aussi. Bon, alors ce qui fait que les objectifs, que les constituants du public, que la définition du public lui-même ont changé. Et je m'excuse, mais c'est totalement nécessaire de commencer par la contradiction. Parce que tout ça paraît
absolument nécessaire, mais c'est pas vrai. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler d'un théâtre populaire et d'une démocratisation au sens absolu du terme, quand vous laissez un dixième ou un tiers de la population complètement en dehors de ça, parce que aux populations, aux cultures allogènes, et là je ne fais aucun jugement de valeur évidemment, mais de cultures complètement autres, aux références complètement autres, s'ajoute en plus une transformation radicale, extrêmement rapide, et de plus en plus rapide de la société, par ce que nous connaissons, c'est-à-dire par Internet et par tout ce qui s'ensuit. Ce qui fait que le rapport, disons, du citoyen, ou du présumé citoyen, ou du souhaité citoyen, à la représentation, aux choses, au monde, à la façon dont il peut prendre possession du monde, a complètement changé. On peut parfaitement ne pas, d'ailleurs, prendre de position morale là-dessus. On peut simplement constater. Ce qui fait que les fameuses bagarres sur la démocratisation ont quand même un côté un peu absurde. Parce que démocratiser qui et quoi? Est-ce qu'il s'agissait de faire le programme tout à fait légitime et qui a réussi des années 45-50? C'est-à-dire apporter le théâtre, entre autres, la valeur théâtrale avec tout ce qu'elle suppose, à des populations qui ne le connaissaient pas parce qu'ils habitaient en banlieue, en province, et qui n'avaient pas de lieu de création permanent auquel ils pouvaient participer. Et d'autre part, procurer l'accès à ce bien en facilitant financièrement l'accès des spectateurs. Donc c'était clair, c'était limpide. Les premières contradictions, dites-moi jusqu'où je peux continuer, vraiment. Parce que je peux être intéressable, mais il ne faut pas. Alors peut-être que je peux vous relancer sur cette même question, parce qu'on pourrait vous opposer une citation d'Émile Césaire qui disait qu'il y a deux manières de se perdre, par la ségrégation murée dans le particulier ou par la dilution dans l'universel. Et il me semble qu'il y a, par-delà ce bien commun de la culture, dont vous dites qu'il résonnait comme une évidence au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a comme un appel à une dialectique. Alors, est-ce que c'est une dialectique entre, d'un côté, la nécessité d'un peu d'universel par la démocratisation et la nécessité du respect des appartenances par la démocratie culturelle? Est-ce que vous conjuguez ces éléments-là? Bien sûr, mais je vais tout de suite répondre, ça va tout à fait dans le sens, en réalité, de ce que je dis. Le fait qu'il y ait une idéologie ou une thématique ou une méthodologie majoritaire et qui rencontre le consensus d'une partie de la société, c'est évident. C'est évident qu'il n'y aurait pas eu d'enseignement secondaire comme il a été, il n'y aurait pas eu d'enseignement supérieur, et qu'il n'y aurait pas eu tout ce qui a été fait en France, en France et ailleurs, de libération, s'il n'y avait pas un minimum de consensus. Aujourd'hui, quand un élève gifle son prof, ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire que tout le se fissure, s'effondre et on est ailleurs. Mais que, en revanche, à côté de cette idée majoritaire, l'esprit public et la culture publique aient eu besoin de sa propre contestation. C'est évident. C'est évident que dès la fin du siècle, quand du roi est apparu, on avait besoin du roi. C'était un contre-exemple. Quand les surréalistes sont venus, on avait besoin d'une certaine manière, on ne savait pas tout de suite, des surréalistes. Quand tout cela a été repris par de nouveaux théâtres, Ionesco, Beckett, etc., ça a interloqué beaucoup de gens. Mais c'était... Et je ne parlais pas des manifestations de la contre-culture américaine qui sont arrivées ici après 68. C'est-à-dire que si vous voulez que Césaire dise ceci à un certain moment, c'est évident. C'est-à-dire que le consensus global n'oblige pas du tout, et peut-être même au contraire appelle le refus de la soumission, si vous voulez.
hors des institutions pour ce qui est du nouveau théâtre, qui est né souvent dans les discothèques parisiennes. Alors là, c'est la grande question, que fait l'institution? Que fait l'institution? Est-ce que l'institution reproduit? Tant que le système social global, qui bénéficie globalement aussi d'un consensus, fonctionne, la reproduction se fait. Et un jour, un sociologue, qui est un camarade d'école normale, dit, mais attention, regardez ce qui se passe, on est sous le signe de la reproduction, ce que tout le monde savait d'ailleurs, d'une certaine façon. Et c'est une société qui s'auto-reproduit, et c'est une culture qui s'auto-cultive sans aucune perspective d'invention réelle et d'avenir. Vous voyez. Mais il était dans la logique du système de produire ces contre-feux, ces contre-poisons. Donc ça ne contredit pas, si vous voulez. Évidemment, au début, on n'a pas joué en attendant Godot à la comédie française. Ça aurait été même, alors aujourd'hui, c'est parfaitement non seulement possible, mais souhaitable et souhaité. Mais quand ça a apparu dans les années 50-52, il fallait de petits théâtres. Moi, j'étais très jeune à ce moment-là, j'allais déjà au petit théâtre. Ça finissait par des injures. Monsieur, vous en êtes un autre. Sortez. Vous êtes un mauvais français. Sur UNESCO, c'était d'une virulence absolue qui a été perdue. Or, votre système, ça c'est la deuxième partie de ce que j'ai dit tout à l'heure, qui est un système qui assimile, qui bouffe, qui supprime tout ce qui est en dehors de l'ordre, si vous voulez, ou qui le ratiboise complètement. Notre système aujourd'hui accueille de plus en plus volontiers tous les écarts, tous les refus, toutes les insolences, toutes les infamies parfois d'ailleurs, avec une bienveillance qui n'a d'ailleurs aucun mérite parce que c'est dit un jour, ça part à l'autre jour. Un jour vous avez Madame Stone, qui intéresse tout le monde par ses talents et par bon. 15 jours plus tard, c'est terminé. Et quand je cite une actrice, c'est ma facilité. C'est que tout le système fonctionne comme ça. Alors donc, la démocratisation devient difficile. Et moi je dis, c'est pour ça que je me sens anxieux quand même, je dis simplement qu'aujourd'hui, la démocratisation, comme le service public, doit être redéfinie. C'est-à-dire que la démocratisation ne peut pas être une sorte de clé qui ouvre à tous les coffres. La démocratisation doit absolument s'adresser à des publics divers, doit faire la part de la diversité des cultures, doit faire la part à chaque fois de ce qui est requis. Si le théâtre est utile, on le verra tout à l'heure, pour transformer le regard des hommes sur la cité, sur leurs problèmes, sur la vie. Il faut que ce soit, comment dire, différencié à l'extrême et sans exclusivité. Et ça, les gens, simplement, oui, je vous en prie. Vous ne faites pas de rap à la comédie française. Si vous en faites, vous êtes un imbécile. Je dis bien, vous êtes un imbécile. De la même façon qu'à Avignon, quand Fabre est venu, Fabre, on n'a pas à l'insulter, mais on met des spectacles, comme on dit aujourd'hui, totalement trash, devant un public qui est venu célébrer dans une sorte de tranquillité et de plaisir et de conception un peu fixée, qui est venu célébrer le théâtre à la zone du village, ça ne peut pas fonctionner. Vous voyez? Et vous ne pouvez pas dire c'est un échec de la démocratisation.